Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com. Et aujourd'hui, une émission économique, comme chaque mercredi. On va parler dans cette revue de presse économique du revenu de base, du revenu d'existence, du revenu universel, du revenu inconditionnel, peu importe le nom que vous lui donnez. On va en parler longuement aujourd'hui avec plusieurs invités. On commence avec Anne-Béatrice Duparc et Stanislas Jourdan. Bonjour à vous deux. Alors voilà, je monte vos micros. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui du revenu de base, du revenu universel. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, comme à chaque fois. Alors, Stan, on t'a déjà reçu, mais je vais quand même te demander de te présenter à nouveau pour nos auditeurs. Donc, Stanislas Jourdan, qui es-tu? Eh bien, bonjour ou rebonjour aux auditeurs. Donc, je suis Stanislas Jourdan, je suis l'organisateur en France de l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en janvier 2013 et qui vise à obtenir 1 million de signatures en Europe pour que ce sujet soit étudié aux plus hautes instances européennes. Et on va en parler de cette ICE dans quelques instants. Anne-Béatrice Duparc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Oui, bonjour. Je suis membre du réseau suisse pour le revenu de base, donc qui s'appelle Bien Suisse. Et j'ai participé de manière très active à la récolte de signatures pour l'initiative suisse pour le revenu de base que nous venons de déposer au mois d'octobre. On va en parler en détail, mais pour commencer, qu'est-ce que c'est le revenu de base? Pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu les nombreuses émissions qu'on a consacrées au sujet, est-ce qu'on peut essayer de le définir rapidement? Alors, donc, le revenu de base, c'est l'idée, c'est un concept qui vise à donner à chaque citoyen un revenu périodique et sans condition ni contrepartie. Et donc, quand je dis vraiment à tous les citoyens, c'est tous les citoyens. C'est-à-dire qu'on travaille ou pas, qu'on soit au chômage, qu'on ait, quel que soit le nombre d'enfants, la situation professionnelle ou familiale, en fait, tout le monde toucherait ce revenu. Et de manière individuelle. C'est-à-dire contrairement au système actuel, par exemple du RSA qui est conditionné, c'est-à-dire que le montant change en fonction du nombre d'enfants qu'on a, en fonction de si on est en couple ou pas. Là, le revenu de base, il serait vraiment versé à chaque individu en tant que droit. Et d'ailleurs, les promoteurs du revenu de base disent que ça doit être un droit inaliénable, c'est-à-dire un droit qu'on ne peut pas retirer à personne sous quelconque prétexte. Donc inaliénable, sans condition, cumulable avec un autre revenu et individuel. Voilà. C'est le 4 piliers, on peut dire. Voilà, donc universel, inconditionnel, inaliénable, cumulable. Très bien, voilà, je pense que c'est assez clair. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui. On va parler que de ça, mais précisément d'un aspect, on va en parler à partir de 15 heures avec Marc de Basquiat et Yolande Bresson, d'un aspect qui est le financement, qui pose beaucoup de questions. Souvent, quand il y a des discussions sur le sujet, le financement revient sur la table, donc on va en parler en profondeur aujourd'hui. Mais on va commencer par s'intéresser à ces deux initiatives, donc l'initiative citoyenne européenne et l'initiative suisse. Alors, quel est le nom exact, Anne-Béatrice, de ce type d'initiative en Suisse? Comment on appelle ça? Alors en Suisse, on appelle ça une initiative populaire fédérale. D'accord. Donc IPF? On le raccourcit pas On en fait, raccourcit non? pas, d'accord. Initiative populaire fédérale, Oui. puisque la Suisse est une fédération, évidemment. Alors, comment ça se passe en Suisse quand on veut, sans parler du revenu de base, quand on veut mettre en place une initiative populaire fédérale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en fait, il suffit d'être 7 personnes pour proposer une proposition de loi qui sera intégrée dans la Constitution. Donc au départ, il faut vérifier que la proposition qu'on fait sera vraiment constitutionnelle. Et ensuite, le texte de départ est créé. Et puis après, il faut récolter des signatures. Donc au moins 100 000 signatures de citoyens suisses en 18 mois. D'accord. Donc là, vous l'avez dit, vous venez de poser cette initiative populaire fédérale en octobre, ce qui Oui. fait que vous avez 18 mois pour récolter 100 000 signatures. Alors non, en fait, on a déjà récolté les signatures. D'accord. Le dépôt signifie que nous avons apporté au Palais fédéral les plus de 100 000 signatures. En fait, on a déposé 126 000 signatures valides. On en avait récolté près de 150 000. Et donc maintenant, le processus qui va suivre, c'est d'ici 2 à 4 ans, le peuple va devoir voter sur s'il veut ou non un revenu de base inconditionnel. Donc c'est un référendum qui va être organisé C'est un référendum, en effet, oui. à l'échelle nationale, pour toute la Suisse. Tout à fait. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette proposition que vous avez faite, qui a recueilli, vous l'avez dit, plus de 125 000 signatures? Qu'est-ce qui précisément est prévu par le texte que vous avez déposé? Alors ce texte en fait pose le principe du revenu de base. Il n'en mentionne pas les applications spécifiques telles que le montant
Donc, ce qui était proposé dans ce texte, c'est qu'un revenu inconditionnel soit accordé à toute personne et qu'il permette de mener une existence digne et de participer à la vie sociale. Donc c'est un principe qui est assez générique et c'est sur ce principe que le peuple devra voter. Et il n'est pas Mm. question de montant dans le texte que vous avez proposé. Non, il n'est pas question de montant. Par contre, tout au cours de la campagne et de la récolte de signatures, le montant que nous, on a articulé, c'est un montant de 2500 francs suisses, qui, si on fait une pure conversion de devise, correspond à 2000 euros. Mais si on le ramène en fait au niveau de vie en France, on parlerait plutôt de 1000 euros. Donc c'est vraiment un revenu qui est destiné à pouvoir vivre, payer, payer son loyer, payer sa nourriture, payer son assurance maladie, et voilà. Mm. Et donc, en Suisse, 125 000 signatures, c'est quand même conséquent. En plus, Mhm, vous en avez rapporté plus que ce qui était initialement demandé. mhm. En Suisse, comment elle a été accueillie, cette idée du revenu de base ou du revenu universel? Comment est-ce que les citoyens prennent cette idée-là? Alors d'abord, faut se rendre compte qu'en effet, c'est une idée qui n'était pas du tout connue au départ et qui a reçu un accueil qui était un petit peu froid dans les médias, dans le sens où ça paraissait une idée assez utopiste au départ. Mais lors de la récolte de signatures, on a pu se rendre compte que les gens étaient assez réceptifs à l'idée et que la récolte se passait vraiment bien. Euh, Et en fait, il y a eu un tournant pendant la campagne. Enfin, moi, quand j'étais en Suisse en mai, c'est vrai que c'était la période où les médias commençaient à en parler mhm, beaucoup plus positivement mhm, parce que tout à fait. à un certain moment, le rythme de croissance des signatures, enfin, on va dire le rythme de la collecte, euh, montrait que le seuil allait être franchi, quoi. Et Ouais, là, je tout à pense qu'il y a eu fait. un tournant. Enfin, moi, quand j'étais Ouais. là-bas, il y avait vraiment, on Mhm. sentait que ça allait, comment dire, l'atmosphère devenait vraiment très positive autour de cette idée. Bah, c'est vrai qu'au départ, beaucoup de gens pensaient qu'on n'y arriverait pas, qu'on récolterait pas ces fameuses 100 000 signatures, parce qu'il faut se rendre compte qu'on n'était pas soutenu par des partis politiques ou par de grandes institutions comme des syndicats, donc c'était vraiment un mouvement citoyen. Et quand on a en effet approché les 100 000 signatures, ce qui a demandé pas mal de travail, tout à coup l'idée a commencé à être vraiment prise au sérieux, je pense autant par les médias que par toute une partie du peuple. Mm. D'accord, donc l'idée, au fait, au fur et à mesure de la campagne pour obtenir ces signatures, à force d'expliquer l'idée, elle est devenue, enfin, elle a été acceptée par une partie de la population. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Elle a été acceptée et puis elle est entrée dans le débat public, ce qui est quelque chose d'énorme et de fondamental, parce que c'est vraiment une idée qui n'était connue que par quelques personnes, plutôt intellectuelles on dira. Et là c'est vraiment une idée qui tout à coup entre dans le débat public et qui permet de questionner profondément les valeurs qu'on questionne finalement très peu. Le travail, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce qui mérite revenu. Oui, et cette idée donc qui est très débattue dans les cercles intellectuels, de réflexion, on va dire, entre philosophes, entre sociologues, entre différents économistes, cette idée-là est passée finalement dans le débat public. C'est vrai que c'est en France, on attend encore ce moment-là. On en parle entre nous, mais finalement, on a peu d'émissions. Je veux dire, aux 20 heures, on ne parle pas du revenu de base en France, tandis qu'en Suisse, aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des débats de télévision qui sont organisés, il y a des débats radio qui sont organisés sur le sujet. Oui, il y en a, oui, tout à fait, ouais. Bon, après, c'est pas encore. Je pense que comme en France, c'est pas sur TF1, en Suisse, c'est pas non plus encore quelque chose dont Oui. on parle beaucoup à heure de grande écoute. Mais ça avance. Et puis on sent un mouvement de manière générale en Suisse, aussi dans les différentes initiatives qui ont été proposées dernièrement et qui vont être votées prochainement. Par exemple, prochainement, il y aura une initiative sur le salaire minimum. Donc on sent tout un mouvement en fait de un désir de réappropriation par le peuple de l'économie. Oui, c'est vrai qu'on le ressent ça aussi en France, en Espagne, dans Mhm. de très nombreux pays d'Europe. Qu'est-ce qui différencie, là je vais me tourner vers Stanislas, qu'est-ce qui différencie l'initiative telle qu'elle existe en Suisse, cette initiative populaire fédérale, de l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, que tu as lancée avec d'autres? Alors déjà, je dirais, il y a déjà des points communs. C'est-à-dire que dans l'initiative fédérale suisse comme l'initiative européenne, nous on a choisi de rester assez généraliste, enfin générique on va dire. C'est-à-dire qu'on ne propose pas de modèle de revenu de base, on ne dit pas comment on veut le financer, comment, même à quel montant. Alors on dit aussi qu'il faut qu'il soit à un niveau suffisant, ce qui correspondrait à peu près au seuil de pauvreté, mais bon, c'est plus un indicateur.
de ce qu'on entend nous par revenu de base, sans vraiment dire faut à tout prix que ce soit ce tel montant. Alors après, la différence, c'est que nous, au niveau de l'initiative européenne, faut savoir que le dispositif d'initiative citoyenne européenne est très nouveau. Il a été acté dans le traité de Lisbonne, donc il y a quelques années, mais il est opérationnel que depuis avril 2012. Et donc ça fait que à peine un an et demi que les citoyens européens peuvent, euh, peuvent se réunir, collecter les signatures et ensuite avoir un débat au Parlement européen et avec la Commission. Mais alors nous, on n'obtient pas, on n'a pas le référendum derrière. Donc ça, c'est pas encore possible au niveau européen. Et une autre différence aussi, c'est que comme nous, au niveau européen, comment dire, les politiques sociales telles que l'instauration des revenus de base sont encore du ressort des États membres et non pas du Parlement ou de la Commission européenne. Donc en fait, la Commission européenne n'aurait aucun pouvoir d'instaurer un revenu de base demain en Europe. Donc nous, ce qu'on demande essentiellement, c'est à la Commission européenne de lancer des études pour regarder comment on pourrait le mettre en place, comment il s'harmoniserait entre les différentes économies en Europe, selon quelles règles. Et puis aussi, ce qu'on demande aussi, ce sont des expérimentations. C'est-à-dire qu'on voudrait que le revenu de base soit vraiment testé dans plusieurs villes en Europe ou des régions pour étudier les effets, voir comment les gens changeraient ou pas de comportement si on leur donnait un revenu garanti, et pour du coup après avoir une meilleure idée de quelle transition et de qu'est-ce que ce revenu de base changerait dans la société. Oui, cette ICE, cette initiative citoyenne européenne, beaucoup de gens d'ailleurs ne connaissent même pas le principe. Comme tu l'as dit, Stanislas, c'est depuis avril 2012 que ce type d'initiative existe et peut exister. Et beaucoup de gens, quand je leur ai parlé de l'initiative sur le revenu de base, pensaient que c'était une pétition de plus, comme les pétitions de Change ou Havas qu'on peut voir Mm. passer de temps en temps sur différents sujets. Et ils ne comprenaient pas que c'était quelque chose qui était dans les institutions européennes, qui avait été mis en place par les commissaires de Bruxelles, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très officiel, de très institutionnel, et pas une simple pétition. Donc Et- ça, il faut bien l'expliquer aussi. Ouais, c'est vrai que c'est du coup une difficulté qu'on a en plus par rapport à la Suisse, je dirais, parce qu'aujourd'hui en France, en Europe, pardon, on arrive à 170 000 signatures. Il nous faut 1 million au 14 janvier, donc on est vraiment plus en retard que nos amis suisses. Mais c'est vrai qu'on a cette difficulté que les gens ne connaissent pas cet instrument démocratique. Donc quand ils se retrouvent sur le site pour signer, donc le site basicincome2013.eu, c'est vrai qu'ils se retrouvent sur un formulaire très compliqué à remplir, puisqu'en France il faut donner un numéro de carte d'identité, il faut remplir tout un formulaire avec son adresse, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de signer comme pétition en ligne. Donc c'est vrai que c'est un peu une embûche qu'on a. Mais bon, malgré tout, d'autres initiatives ont montré que c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a un temps de... Il faut vraiment que les citoyens soient plus au courant de ce dispositif à l'avenir pour que ça prenne une ampleur aussi importante qu'en Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives citoyennes européennes qui ont atteint le million de signatures sur les 7 pays qui ont rempli les critères? Alors il y en a plusieurs, mais celle qui était la plus, celle qui a le mieux réussi, c'est une initiative qui s'appelle Pour que l'eau soit un droit humain, et donc qui ont récolté 1 800 000 signatures. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à collecter plus d'un million de signatures en moins de 2 ou 3 mois. Donc ça montre que c'est possible, hein, vraiment en très peu de temps de récolter un nombre important de signatures. Et donc là, on attend encore de voir la suite pour cette initiative. Là, ils viennent d'annoncer qu'ils ont vraiment que les autorités nationales ont vérifié le nombre de signatures et que donc il y a bien le nombre suffisant. Donc après, on attend. Il n'y a pas encore eu une audience au Parlement comme c'est prévu. Donc on attend de voir la suite. Alors Anne-Béatrice, pour la Suisse, j'aimerais pas que les auditeurs mélangent. Je vais repréciser quand même parce que je veux pas que les auditeurs mélangent. C'est déjà arrivé, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit oui, en Suisse, ils sont en train de mettre en place le revenu de base. C'est la Suisse, ils sont en Europe, donc toute l'Europe va en profiter. Non, malheureusement non. C'est uniquement pour la Suisse, ce qui est déjà excellent, ce qui est déjà un superbe boulot. J'aimerais comprendre. En Suisse, aujourd'hui, maintenant que ces 100 et quelques mille signatures ont été récupérées, les parlementaires sont donc tenus d'organiser un référendum, c'est bien ça? Oui, alors d'abord, il y a maintenant le Conseil fédéral qui est en train d'étudier la proposition et qui fera ses recommandations au Parlement. Et ensuite, le Parlement lui-même va étudier la proposition qui a été faite et
fera ses propres recommandations au moment de la votation. Donc oui, il y aura une votation du peuple. Ça, c'est une certitude. La chose qu'on ne sait pas encore, c'est exactement quand, parce que c'est le Parlement qui fixera la date. Donc, vous le disiez en introduction, dans 2 à 4 ans, c'est ça Ouais, le- environ. voilà, l'espace temporel Tout qui à est... fait. D'accord. Mm. Donc d'ici 2018, on devrait avoir une réponse a priori. Voilà. Mm. C'est déjà au moins une perspective, c'est très intéressant. Ouais, Et, et c'est une oui, perspective et qui lance un débat pas qu'en Suisse. Donc le fait que la Suisse ait récolté ses signatures et le fait qu'aujourd'hui on se rapproche d'une possible concrétisation, même si on ne sait pas encore si vraiment elle aura lieu, euh, est quelque chose qui nourrit aussi tous les autres mouvements pour le revenu de base de par le monde, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Russie. Enfin, ça a vraiment lancé quelque chose de très fort et d'autant plus que que le dépôt de l'initiative qui a eu lieu le 4 octobre a été organisé pour être réellement un événement qui soit médiatique. Et peut-être que les auditeurs n'ont pas encore pu voir ça, mais je les inviterai à aller regarder sur Internet. On a déversé ce jour-là 8 millions de pièces de 5 centimes sur la place du Palais fédéral, qui était vraiment une image qui a marqué, on pourrait dire, d'une certaine manière l'histoire, et qui a fait que aussi cet événement a pu voyager et se retrouver dans le New York Times ou dans d'autres médias importants. oui, ça a marqué cette action que vous avez faite. C'est vrai que j'invite les auditeurs à aller regarder des images Mm. sur Internet. Stanislas disait tout à l'heure qu'en Europe, on n'est pas encore habitué à ce type de procédé. En France, d'ailleurs, il y a une forme d'initiative soi-disant populaire qui est en réalité parlementaire, qui a été mise en place. On pourra en parler rapidement. Ce que je veux dire, c'est un système institutionnel qui permet, bon, vous n'avez pas l'air de connaître, donc je vais l'expliquer rapidement. En France, depuis, c'était sous Sarkozy, il a proposé donc qu'on mette en place une initiative soi-disant populaire, je le dis bien soi-disant, parce que même si c'est le nom de l'initiative, en réalité c'est une initiative parlementaire. C'est-à-dire c'est le Parlement qui doit décider d'une loi qui sera ensuite, qui doit ensuite recueillir plusieurs millions de signatures, je ne sais plus, c'est un pourcentage des électeurs, donc c'est quelque chose de monumental, vraiment très très difficile à obtenir, le nombre de signatures demandées. Et ensuite, ça repasse par le Parlement et il faut que le Parlement le vote. Et éventuellement, il se peut qu'il y ait un référendum organisé après. Donc on voit que c'est pas du tout démocratique et que c'est vraiment une babiole, contrairement à la Suisse. C'est justement ce que je voulais dire, contrairement à la Suisse, où en Suisse, vous êtes habitué depuis des années maintenant à ce type de référendum, à ce type d'initiative populaire fédérale. J'ai même entendu parler, vous allez me dire si c'est vrai, qu'une réforme des retraites avait été proposée par un parlement en Suisse et qu'elle a été annulée par le peuple. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en Suisse, on est beaucoup plus habitué à ce type d'initiative? En effet, en Suisse, on est très habitué à ce type d'initiative, et c'est vrai que le peuple a la possibilité, lorsque le Parlement propose une loi, de déclencher un référendum. Donc, il faut récolter pour ça 50 000 signatures dans un temps qui est relativement court, c'est 3 mois. Et à ce moment-là, ça déclenche une votation pour ou contre ce projet proposé par le Parlement. Donc c'est vraiment, en effet, il y a une marge de manœuvre. Avec la nuance, je dirais, que souvent les initiatives qui ont le plus de succès sont celles qui ont le plus de moyens financiers derrière elles, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'on a eu le cas dernièrement de l'initiative Minder, qui était une initiative contre les rémunérations abusives et qui avait en fait un budget très faible à comparer de ses détracteurs qui avaient plusieurs millions et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la... Les fameux qui reçoivent ces rémunérations indécentes, donc forcément ils Exactement, avaient les ils moyens. savaient Ouais. ce qu'il fallait pour essayer de les préserver. Et malgré ça, il y a eu un vote du peuple qui a été très très fort, à plus de 70%. Et, euh, et cela dans tous les cantons, ce qui était vraiment très très surprenant. Donc ça nous montre aussi qu'il y a une tendance qui va vers, comme je disais tout à l'heure, vraiment un désir du peuple d'aller vers une économie en fait qui soit beaucoup plus au service de chacun et pas seulement au service de quelques-uns. Et que voilà. Mm. Et on voit que le seul moyen finalement pour mettre l'économie au service du peuple, c'est d'avoir de véritables mécanismes démocratiques, authentiquement démocratiques, comme là ce que Mm. vous venez de nous présenter. En France, si les députés votent n'importe quoi, on n'a aucun moyen pour les contrer. Il faut attendre les Mm. législatives, il faut attendre que peut-être ils changent quelque chose. Donc voilà, c'est très évasif et on n'a pas l'impression d'avoir concrètement le pouvoir en main.
Là, l'exemple suisse que vous venez de nous donner, il est formidable. C'est pour le coup, on est vraiment, on approche de la démocratie, on va dire. On approche d'une démocratie authentique. Mm. Oui. Donc enfin, ça fait plaisir à entendre en tout cas de voir qu'il y a un pays en Europe où on tient à cœur Mm. les vœux des citoyens et le vote des citoyens, puisque comme je le disais en France, la soi-disant initiative populaire est en réalité une initiative parlementaire qui en plus a un quorum quasiment impossible à atteindre. Je ne sais plus le chiffre exact, je vais essayer de le retrouver, mais c'est plusieurs millions de signatures. Bon, c'est quelque chose de proprement indécent et très très difficile à réunir. Pour revenir sur l'initiative citoyenne européenne, Stanislas, combien de votes, combien de signatures pardon, a-t-elle recueilli jusqu'à présent? Et est-ce que d'ici le 14 janvier, ça vous paraît possible d'atteindre le million de signatures requis? Alors, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ton petit lapsus. Bien Je sûr. pense que tu as raison de parler de vote, parce que comme Oui. c'est tellement officiel, vraiment, ça engage la commission à nous répondre. Donc, D'accord. je pense que pourquoi pas parler de vote? Vote Pourquoi plus pas? que de signatures, d'accord. Enfin, les deux, voilà, mais je veux Hmm. dire, ça a vraiment une telle valeur on peut même parler de vote. Alors, donc à ce jour, on en a 170 000 en Europe, tout entier, donc dans les 28 pays de l'Union. 25 000 en France, on a passé le cap hier. Alors bien sûr, donc on est loin, il nous faut encore 830 000 signatures au minimum, sachant qu'il peut y avoir des erreurs dans les signatures récoltées, donc en vrai il en faudrait même plutôt 1 million 100 000 par exemple. Alors bon, donc beaucoup de travail reste à faire, mais malgré tout, je pense qu'il y a un travail de fond qui a été fait au-delà du nombre de signatures qui ont été récoltées. Il faut savoir on avait commencé l'initiative avec 15 pays participants, 15 pays qui se sont organisés pour récolter les signatures, etc. Aujourd'hui, on a bientôt 25. La Croatie, qui vient de rejoindre l'Union européenne en juillet dernier, se sont tout de suite mis en campagne et ont réussi à récolter le quota de signatures qu'il leur faut à peu près. Oui, parce que j'ai pas précisé que donc faut non seulement 1 million de signatures, mais il faut aussi que dans 7 pays, on atteigne un certain quota afin qu'il y ait une certaine diversité dans les signatures récoltées. C'est-à-dire que s'il y avait seulement un pays à lui seul qui récolte 1 million de signatures, on pourrait un peu douter de la légitimité d'une telle initiative. Donc à cette fin, il y a un certain quota qu'il faut obtenir dans 7 pays, n'importe lesquels. Donc en France, par exemple, il faudrait récolter 50 000 signatures. Donc là, nous, on est à 50% de cet objectif-là. Alors, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de signatures. Après, j'encourage vraiment tous les auditeurs malgré tout, si vous découvrez le revenu de base, à vous renseigner. Si vous connaissez déjà cette initiative que vous n'avez pas encore signée, faites-le maintenant. Invitez vos amis à le faire parce que c'est jamais trop tard en fait. Parce que on sait vraiment que dans ce genre d'initiative, le maximum de signatures sont récoltées en fait dans les dernières semaines. Parce que voilà, on sent qu'il y a, il y a urgence là. Donc profitez des vacances de Noël pour en parler à vos familles et faites signer, etc. C'est jamais trop tard. Et puis dans tous les cas, même si on n'y arrive pas, de toute façon, on va continuer en 2014. Alors pas forcément sous la forme d'une initiative citoyenne comme on l'a fait cette année, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer en fait d'obtenir exactement ce qu'on veut, mais par d'autres moyens. Donc concrètement, il y a un réseau, il y a un réseau européen qui va être créé pour continuer le travail qui a été créé, qui a été entamé avec l'initiative européenne. Et donc on est aussi déjà en train de discuter avec avec des députés européens en fait, en vue des élections, en vue de l'année prochaine, pour en fait obtenir aussi que le siège soit statué par la Commission, etc. Oui, puisqu'il y a des élections européennes en juin prochain qui vont sans doute remuer le paysage politique. On s'attend déjà à ce que les extrêmes soient très hauts dans ces élections. Donc effectivement, il y a peut-être un coup à jouer pour parler le langage des politiques dans cette élection. Est-ce que vous envisagez aussi de, pourquoi pas, remettre en place une initiative citoyenne européenne si celle-là n'arrive pas à atteindre le nombre de signatures ou de votes? Alors, ça a été discuté récemment entre les organisateurs. Alors, il faut savoir que l'initiative citoyenne européenne, elle a été, donc, je le disais tout à l'heure, mise en place en 2012, opérationnellement. Et par contre, quand ils l'ont mis en place, ils ont dit on ne changera pas les règles avant 2015. Parce que l'idée, c'est voilà, de tester le concept, et puis après de faire le point en 2015, et puis éventuellement d'aménager, de réformer, de simplifier. Et donc, pour cette raison, ce que nous on a décidé de faire, c'est de ne pas relancer l'initiative européenne tout de suite. Mais par contre, en parallèle de la promotion du revenu de base qu'on va continuer à faire, essayer de travailler avec ceux qui militent, qui militent pour que cette initiative citoyenne européenne soit plus simple pour les organisateurs. Et donc en 2015, enfin, il y a déjà toute une consultation en fait de la société civile qui est en cours.
Il y a un dialogue avec la Commission européenne, avec le Parlement, qui est déjà en place. J'étais à Bruxelles il y a 2 semaines pour une réunion de consultation où on a pu faire remonter tous les problèmes qu'on a eus, toutes les embûches qu'on a à utiliser cet outil. Et donc moi j'ai bon espoir qu'en 2015 le processus va être simplifié et va être simplifié pour que les organisateurs aient plus de chances vraiment de récolter des signatures. Il faut savoir que par exemple nous dans notre cas on a eu un gros problème au démarrage, c'est-à-dire que l'initiative a été acceptée en tant que... On pouvait lancer l'initiative au 14 janvier 2013, mais les citoyens n'ont pas pu commencer à signer avant mars. Tout ça Ouais. parce que le logiciel qui permet de collecter les signatures est très compliqué à mettre en place et parce que la règle est stupide. La règle dit que dès qu'on a l'accord de la commission, comme quoi cette initiative peut être commencée, parce que le sujet est valable, il n'est pas absurde, voilà, il est cohérent, et puis la commission peut faire quelque chose vis-à-vis de ça. Dès qu'on a cet accord-là, le décompte commence. Et donc on a 12 mois pour collecter les signatures. Donc nous on a perdu 2 mois parce que le logiciel n'était pas totalement prêt. Et donc par exemple ce que nous on demande à la Commission européenne, c'est de laisser le contrôle aux organisateurs pour qu'ils puissent décider quand est-ce que vraiment ils veulent lancer leur campagne. Donc voilà le genre de choses qui devrait être changé d'ici 2015. Et donc du coup là ce sera peut-être le bon moment pour se remettre à l'attaque. Et comme vous êtes une des premières initiatives citoyennes européennes, si ce n'est même la première d'ailleurs, Une des premières. une des premières, vous avez un peu essuyé les plâtres et donc le Ouais. début n'a pas été facile. Donc ouais, on imagine que ce serait mieux si tout ça était un peu simplifié et que peut-être les quotas étaient un peu réduits aussi parce que c'est quand même très dur d'atteindre ce million avec les différences sur différents pays. Alors évidemment, on comprend que s'il y avait 1 million de signatures en France, ça ne pourrait pas être valable pour l'Union européenne intégralement, évidemment, puisque sinon on pourrait proposer des lois qui favoriseraient tel ou tel pays. Donc c'est normal qu'il y ait ces limites-là, mais peut-être réduire un petit peu le quota dans chaque pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais que c'est pas le point principal. Je pense que c'est faisable, hein. Il y en a qui l'ont montré, c'est faisable. Par contre, c'est vrai que ça nécessite énormément de moyens financiers pour en fait gérer le logiciel, parce qu'il faut vraiment des compétences en sécurité informatique, etc. Même si la commission nous aide aussi, mais voilà, c'est vraiment très compliqué. Et surtout la perte de temps, nous on a perdu 2 mois et ça c'est vraiment inacceptable quoi. Mm. Et donc certaines initiatives ont obtenu un délai parce qu'il y a eu vraiment trop de problèmes et nous malheureusement on n'a pas pu en bénéficier parce que enfin ils ont décidé d'offrir 2 mois de délai aux toutes premières initiatives, aux 5 premières je crois, et nous on était un peu plus dans celle d'après, du coup on n'a pas D'accord. bénéficié de ce délai. Enfin voilà, pour moi, ce qu'il faut vraiment, pour que cette initiative marche, il faut vraiment donner plus de contrôle aux organisateurs en termes de quand est-ce qu'on peut démarrer la campagne, en termes aussi alors tout simplement aussi comment dire, les gens qui signent en ligne, tout est anonyme. Nous, on a une boîte noire en fait, hein, donc on ne sait pas qui a signé. On n'a pas accès aux données, sauf à la fin, quand on donne Donc pour comptabiliser, voilà, pour vérifier. comptabiliser, mais pendant tout le processus, il n'y a que 30 jours pendant lesquels on peut physiquement regarder qui a signé et vérifier. Et donc le problème lié à ça, alors c'est très bien pour les signataires, hein, que le respect de l'anonymat et des données, etc., c'est très bien. Par contre, ce qui est vraiment embêtant pour nous, c'est qu'on n'a après aucun contact avec ces gens-là. Ils ne peuvent même pas laisser leur email pour derrière, pour qu'on puisse les informer sur le déroulé de la campagne. Et d'ailleurs, bon, c'est pas bien pour nous, mais c'est pas bien non plus pour les signataires, puisque peut-être que certains ont oublié qu'ils ont signé. Un an plus tard, ils n'auront aucune information pour savoir quel a été l'impact de leur vote. Donc voilà le genre de choses qu'il faut vraiment simplifier. Et je crois aussi qu'il faut arriver à au moins harmoniser au niveau européen les données qu'il faut entrer en ligne pour signer. Parce que dans certains pays, on demande la carte d'identité, dans certains autres pays, on ne le demande pas. Dans certains pays, il faut l'adresse, il faut la date de naissance, dans d'autres, il ne faut pas. Alors je crois qu'il faudrait aussi simplifier ça, harmoniser pour que ce soit plus simple pour les organisateurs. Parce que le problème, par exemple, quand on est en Belgique, je suis allé souvent à Bruxelles avec nos camarades militants du Revenu de base là-bas. À Bruxelles, ils font signer 50% des gens, ce sont des étrangers. Donc du coup, il leur faudrait 28 formulaires différents quand ils vont dans la rue pour faire signer des Bulgares ou des Roumains. Enfin, donc c'est vraiment un enfer en fait pour les organisateurs ce système-là. Donc il faudrait vraiment arriver à simplifier tout ça.
Oui, simplifier, uniformiser un petit peu la procédure. Oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi et ça, je vais vous poser la question pour la Suisse aussi, Anne-Béatrice, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une forme de campagne médiatique? On sait que pendant les élections, il y a toujours 2 semaines où les candidats ont chacun droit à la parole de manière égale. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer le même système pour les initiatives citoyennes européennes? Une émission, une fois par mois, sur une chaîne de service public pour parler de ces initiatives, qu'il y ait des débats organisés sur chacune d'entre elles. Est-ce que vous pensez que c'est important aussi que le service public des différents pays prenne en compte l'importance de ces initiatives citoyennes européennes et le fait que, je pense à France 2, France 3 en France par exemple, sont des chaînes qui ont une très grande audience et qui pourraient servir un petit peu de tremplin pour lancer ces initiatives, au moins en faire parler. Est-ce que ça vous paraît aussi important que les différents pays prennent en compte cet élément-là? Oui, je crois que c'est effectivement un bon point que tu soulignes parce que je pense que la Commission européenne déjà n'a pas du tout assez joué son rôle de communication sur cet outil. C'est-à-dire que très peu de gens le connaissent et pourtant on sait bien que la Commission européenne finance des médias européens ou etc. Ils ont plein d'outils et ils les utilisent pas. Donc c'est vraiment dommage. Après, au niveau concrètement pour les initiatives, je pense qu'effectivement il y a une proposition, je crois, qui a été faite par certains de dire si une initiative obtient 300 000 signatures par exemple, là, elle obtient une audience, en fait, enfin, Oui. pardon, un temps de parole dans des grands médias. Mhm. Et je pense aussi que ça serait une bonne, voilà, un bon compromis, quoi, pour donner un coup de boost aux initiatives qui déjà, on sent qu'elles sont dans une bonne voie. Je pense que ce serait effectivement un bon. Après, ce serait difficile d'octroyer un temps de média par défaut à toutes les initiatives, parce que Oui. bon, aujourd'hui, il y en a une vingtaine en cours. Demain, il y en aura peut-être 100, 200. Voilà. Après, c'est aussi aux Oui. organisateurs de faire leur travail hein, pour Bien communiquer. sûr. Donc peut-être oui, consacrer un temps d'antenne à certaines initiatives qui ont atteint un certain seuil pour les aider à finaliser. Et justement, pour continuer sur cette comparaison, alors je précise, on compare l'initiative citoyenne européenne sur le revenu de base et l'initiative populaire fédérale en Suisse sur ce même revenu de base, mais ce sont deux initiatives différentes, hein. Je le précise pour les auditeurs parce que vraiment j'ai l'impression qu'il y a une sorte de confusion et on confond souvent ce qui se passe en Suisse et ce qui se passe en Union européenne. Je le rappelle, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Justement, en Suisse, Anne-Béatrice, est-ce que les médias sont sommés de parler de ces initiatives populaires fédérales? Est-ce qu'ils sont sommés de parler de ces référendums? Ou est-ce que finalement ça se fait assez naturellement et ils en parlent malgré tout? Alors non, il y a pas de règles, ils sont pas sommés de le faire. Et d'ailleurs, ça peut être un problème parce qu'on observe quand même une disparité dans le traitement qui est fait. Toutes les initiatives n'ont pas le même traitement médiatique et du coup ne sont pas autant connues auprès du public. Et c'est vrai qu'à certains moments, il y a des initiatives, d'autant plus qu'en Suisse, il y a beaucoup de votations et il peut y avoir plusieurs votations très proches, voire en même temps. Donc les gens vont voter, ont un bulletin de vote sur lequel on leur pose trois questions différentes, par exemple, et ils vont répondre à ces trois questions. Et il arrive qu'une ou deux des questions soient sous-exposées médiatiquement, ce qui veut dire que le débat finalement est parfois enterré. Donc je pense que ce serait intéressant en effet d'avoir un dispositif qui permette une équité de traitement, qui soit pas... parce que c'est vrai que comme je disais avant, les initiatives qui finalement occupent plus facilement le devant de la scène sont malgré tout celles qui ont beaucoup d'argent pour financer une campagne. Mm. Et donc là, on sort un peu d'un espace démocratique. Là. Oui, oui, puisque si c'est l'argent effectivement qui Ouais. fait gagner les élections, d'ailleurs en France, bon, c'est une parenthèse, mais en France, il y a une étude qui avait montré que les candidats qui passent le plus à la télévision lors des 6 mois avant une élection sont ceux qui obtiennent les plus gros scores. Mhm. C'est quasiment Mhm. proportionnel, on voit vraiment C'est- la courbe. Mhm. Donc évidemment, le temps médiatique, c'est très important dans une Tout élection à fait, démocratique. tout à fait. On se rend compte que plus une idée est débattue, comme celle du revenu de base en l'occurrence, qui au départ paraissait totalement folle et une utopie, plus on en parle, plus nombreux sont les gens à se dire ah en effet c'est intéressant, réfléchissons-y au moins. Et, euh, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que moi j'aurais envie de dire pour les gens qui n'ont pas encore signé l'initiative européenne, on n'a pas besoin forcément de savoir si on est d'accord ou pas avec la proposition d'un revenu de base. Par contre, si on se dit que le débat est intéressant et qu'on a envie de le lancer, alors ça vaut le coup de signer. Parce que c'est d'abord ça, c'est d'abord lancer un débat sur quel type d'assurance sociale, de sécurité sociale globale on a envie d'avoir, quel rapport au travail on construit pour l'avenir, et ça, c'est vraiment des questions fondamentales qu'on est tous en train de se poser d'une manière ou d'une autre. Et de plus en plus de gens sont en difficulté. Il y a de moins en moins de travail pour tous.
Donc, on doit trouver de toute façon de nouveaux modèles, donc on doit pouvoir y réfléchir. Et donc signer, c'est donner cette occasion-là d'y réfléchir un peu plus. Et Baptiste Pilondo le disait lors d'une émission que nous avons fait ensemble, le revenu de base soulève tellement de questions de fond fondamentales, tellement de questions importantes, que même si on n'est pas forcément d'accord avec le revenu de base ou avec certains éléments, le débat se doit d'être mené. Quel sens on veut donner à notre travail? Quel sens on donne à notre civilisation? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre civilisation, de toute notre technologie? Est-ce que c'est simplement pour consommer ou pour faire autre chose? Effectivement, le revenu de base pose ces questions-là vraiment de manière profonde. Tout à fait. Et justement, en Suisse, est-ce que vous avez les mêmes objections qu'en France? C'est-à-dire, personne n'ira travailler, si on donne un revenu à tout le monde, personne ne se lèvera le matin, etc. Est-ce qu'on entend les mêmes choses en Suisse? Je crois que c'est de grands classiques en Des grands effet, oui. classiques. Oui, on a ce type d'objection, bien sûr, qui arrive. Je me demandais, de manière générale, quelles étaient les objections principales que vous entendiez, à part celle-là, personne n'ira travailler. Est-ce que c'est différent de ce qu'on entend en France? Quelles sont les objections? Donc les deux questions majeures, c'est celle-là que vous venez de citer, et puis il y a aussi la question du financement. Comment on va financer ce revenu de base? Est-ce que c'est vraiment possible? Et ça, c'est vraiment les deux questions qui reviennent beaucoup. Bah, justement, le financement, on va en parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur l'initiative en Suisse. Je vais essayer de résumer, vous allez me dire si j'oublie quelque chose. Cette initiative en Suisse, elle a été donc déposée il y a plus d'1 an maintenant. Elle a obtenu relativement rapidement plus de 100 000 signatures nécessaires, finalement 125 000 une fois tout comptabilisé. Et maintenant, c'est aux parlementaires suisses de jouer, puisqu'il leur reste jusqu'à 4 ans pour discuter du débat, apporter comme vous aviez dit tout à l'heure, leurs appréciations, voilà, leurs appréciations sur le sujet, et ensuite soumettre cela à un référendum populaire pour la Suisse, hein, et pour la Fédération de Suisse uniquement, je le précise à nouveau. Donc c'est bien ça, on est d'accord là-dessus? Oui, c'est bien ça. Voilà. Et alors, une question aussi, on a parlé un petit peu de montant. Il n'y a pas de question de montant dans cette proposition que vous avez faite. Cependant, s'il y a un référendum, est-ce qu'il y aura un montant qui sera inscrit dans le projet qu'on demandera aux gens de voter, ou est-ce que c'est simplement pour le principe que vont voter les citoyens suisses? Donc dans la première phase, c'est sur le principe en effet que la votation aura lieu, sur le texte en fait que les gens ont signé. Donc le texte de base, comme je vous le disais, propose que les gens puissent vivre dignement et participer à la vie sociale. Et donc c'est là-dessus que les gens voteront. Donc il n'y a pas de montant encore. Et dans une deuxième étape, si ce texte est accepté, alors le Parlement devra définir des modalités d'application concernant le montant, on peut aussi imaginer qu'il y aurait des conditions, malgré le fait que ce revenu de base soit inconditionnel, qui pourraient être de résider depuis 2, 3 ou 4 ans sur le territoire suisse afin d'y avoir droit. Voilà, donc les modalités pratiques devront être définies dans un deuxième temps, et ensuite il pourra ou non y avoir un référendum à nouveau sur ces modalités pratiques. Donc c'est un processus qui va prendre encore un certain temps. Et peut-être qu'un autre pays aura instauré le revenu de base avant la Suisse, quand on voit le mouvement mondial qui est en train de se mettre en place, et avec des projets d'expérimentation qui sont vraiment maintenant déjà en train d'avoir lieu, que ce soit au Canada. Enfin, au Canada, c'est en projet, mais sinon en Inde, il y a des projets qui sont en cours. En Afrique aussi, on en avait parlé Ouais. lors de la première émission avec Stanislas et Amaru. Mm. En Amérique du Sud aussi, je sais que l'idée fait son chemin Ouais. et qu'on en parle de plus en plus. Donc effectivement, peut-être qu'ailleurs dans le monde, on verra un Mm. revenu de base mis en place avant même la Suisse, Tout à fait. même si vous êtes les mieux partis pour l'instant, j'ai l'impression. Je crois, on est bien parti sur un plan, mais on ne peut pas savoir d'où ça va venir. Oui. Récemment, j'entendais Guy Standing parler des expérimentations qui ont lieu en Inde et qui ont un impact très fort et qui font que de plus en plus de plus en plus d'endroits, dans de plus en plus d'endroits, est testé un revenu de base. Et on voit que les effets sont tellement bons par rapport aux, aux autres systèmes conditionnels d'aide qui sont sous forme de nourriture ou voilà, les résultats sont bien meilleurs et donc ça interpelle le gouvernement qui donc décide d'aller plus loin. Donc on ne sait pas vraiment où ça va se réaliser en premier, mais moi je pense que ça va se réaliser en tout cas. Oui, peut-être que effectivement, je vous pose la question à tous les deux, le 21e siècle sera-t-il le siècle du revenu de base ou du revenu d'existence? Est-ce que vous pensez que c'est possible que voilà, on y soit en fait, qu'on est en train de vivre le moment où on va entrer dans cette nouvelle façon de vivre notre travail, de vivre notre vie en société? L'un et l'autre, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi je pense que justement ce qui est intéressant de voir c'est que dans la société il y a déjà des gens qui vivent comme s'ils avaient un revenu de base dans la tête quelque part. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont voilà qui cherchent des modes de vie alternatifs et qui finalement se sont déjà détachés du système traditionnel basé sur l'emploi, etc. Donc après le revenu de base, oui, moi je crois vraiment profondément qu'il va arriver dans les 10 ans. Parce que de toute façon aussi le système actuel nous mène dans une impasse tout droit, dans un gros mur qu'on va se prendre dans la gueule si on change pas de direction. Donc je crois que c'est inéluctable d'une manière ou d'une autre. Après, d'où ça va venir, là je tends Joker pour ma part. Euh, mais euh, mais par contre, est-ce que ce sera le siècle? Enfin, c'est-à-dire que après la question du renouvelable, c'est une fois qu'il est mis en place, est-ce que c'est simplement un outil de transition qui va nous amener vers une société totalement différente? Ou est-ce que finalement ça va être un nouvel acquis social qui va perdurer, perdurer? Et là-dessus aussi, j'ai pas de réponse. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qui compte, c'est la dynamique culturelle qui enrobe cette idée du revenu de base. C'est-à-dire tous les schémas de pensée qui sont bouleversés avec cette idée, etc. Et certains, en fait, certains qui font la promotion du revenu de base, imaginent derrière que ça va être une transition finalement vers une société sans argent, ou en tout cas sans, c'est pas dire sans monnaie, mais sans argent dans le sens de paiement avec des centimes, avec le. Finalement, l'argent c'est quoi aujourd'hui? C'est un système qui me permet de comptabiliser tout ce qu'on se doit, toutes les dettes au centime près. C'est un système mathématiquement diabolique en fait. Et donc peut-être que le revenu de base va simplement permettre voilà, de sortir de ça en douceur et après libre à l'imagination d'imaginer d'autres modèles de société. Anne-Béatrice? Bah moi, je pense que on y est déjà, en fait, et la preuve qu'on y est déjà, c'est justement l'ampleur que prend petit à petit le débat un peu partout. Et c'est pas un hasard parce que on se rend compte que on a beaucoup avancé depuis un siècle ou deux, que le capitalisme a permis de produire beaucoup de choses et que, en fait, en tout cas dans un certain nombre de pays, on a suffisamment de choses pour vivre. Les besoins de base de chacun peuvent être assurés sans problème. Et donc, la question peut se poser maintenant, et pas seulement dans les pays riches, mais sur l'ensemble de la planète, en fait, c'est quel système on trouve pour faire que le capitalisme ne soit pas un but en soi, finalement, mais qu'il soit au service de tout un chacun. Et donc, répondre à cette question, c'est poser, entre autres, la question du revenu de base. Après, on peut trouver aussi d'autres solutions qui vont dans cette direction-là. Mais je pense que c'est inéluctable en fait de se poser ces questions-là, à moins de vouloir aller dans des directions qui vont faire qu'il y a toujours un écart de richesse plus grand entre les gens qui ont beaucoup et ceux qui ont peu, avec les conséquences négatives qu'on peut imaginer et qui peuvent être très violentes en fait. Donc je pense vraiment que penser le revenu de base, enfin on y est et que c'est une nécessité à mon avis. Ouais. Il y a aussi l'idée d'exemple. Un pays comme la Suisse, par exemple, s'il instaure le revenu de base et qu'on se rend compte que ça marche très bien, que ça détruit la pauvreté, qu'il n'y a plus de pauvreté en Suisse, Mhm. peut-être que ça va en faire réfléchir certains dans les partis politiques, même parmi les citoyens, qui vont se dire, bah, finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. La Suisse, désolé pour le cliché, mais en France, on a une vision de la Suisse, pays de la finance, pays de la banque, un pays qui rapporte beaucoup d'argent, etc. C'est la vision de Mhm. nos politiques, ou en tout cas, on va dire, voilà, la vision cliché du Que je pays. pourrais nuancer un Voilà, petit qu'on peu. pourrait nuancer, évidemment, évidemment, c'est sûr. Mais si on se rend compte, voilà, que la Suisse continue à bien tourner, à bien fonctionner, qu'il n'y a pas de problème majeur, que la pauvreté a disparu du pays, ben peut-être qu'en Allemagne, peut-être qu'en Italie, en France, en Espagne, on va se dire, mais c'est pas idiot ce qu'ils ont fait en Suisse. Maintenant qu'on voit, maintenant que c'est plus de l'utopie ou de l'idée et qu'on est vraiment dans les faits et qu'on voit que ça marche bien, Mhm. peut-être qu'il y a aussi cet effet domino qui Tout à va fait. arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà en train d'arriver en fait, hein. Depuis que les signatures ont été déposées en Suisse, il y a eu une flopée d'articles, notamment dans la presse anglo-saxonne. Il y avait encore la BBC ce matin qui a fait un article. Le New York Times a fait un article qui a tourné sur la planète entière. Et finalement, effectivement, le fait que ce soit la Suisse qui est un pays, alors on peut le voir sur le côté de la finance, mais on peut aussi tout simplement regarder que la Suisse est un pays assez souverain, finalement,
qui est un peu, qui est un modèle social, sans non plus être totalement dans le néolibéralisme, voilà. Un Enfin, des pays les plus démocratiques de la c'est un planète, on peut le pays, dire voilà, aussi. et ce qui fait que d'ailleurs, souvent les gens sont surpris que ce soit la Suisse, parce que c'est vrai que la Suisse n'est pas le pays le plus pauvre du monde, mais souvent on me pose la question, mais pourquoi la Suisse? D'ailleurs, c'est souvent les journalistes qui me posent cette question, qui me disent, mais pourquoi la Suisse, enfin, mais ils ont pas de pauvres en Suisse. Alors, je pense qu'au contraire, c'est le fait que comme ils ont une démocratie assez bien faite, ben, du coup, forcément, les sujets qui sont dans l'air du temps arrivent plus facilement à, euh, à émerger. Mais bref, c'était pas le point. Ce que je veux dire, c'est que la Suisse est un pays assez modéré finalement. C'est pas, ils sont pas dans le néolibéralisme et totalement non plus dans le socialisme. Donc le fait que ce soit un pays comme ça qui en parle le premier, entre guillemets, en tout cas où ça émerge vraiment, je pense que c'est vraiment un signal très fort pour le monde entier. Et de fait, on voit beaucoup là dans la presse que le sujet remonte. Et voilà, je crois que la dynamique maintenant est enclenchée et il n'y a plus qu'à signer et Mhm. continuer à se mobiliser pour vraiment que tous nos politiciens ne puissent plus botter en touche sur cette question comme ils l'ont fait depuis 30 ans. La vague est lancée. Mhm. Anne-Béatrice, sur cette idée que la Suisse pourrait être un exemple pour de nombreux pays en Europe et dans le monde? En tout cas, ce que je pense, c'est que la Suisse est en effet un baromètre de l'opinion publique, et pas qu'en Suisse, en Europe en tout cas, et voire dans le monde. Et c'est vrai que d'avoir cette possibilité d'initiative populaire et de démocratie directe, ça permet de faire émerger des sujets qui n'ont pas cette chance-là dans d'autres pays, alors qu'ils sont pourtant présents et discutés, mais ils ne peuvent pas émerger dans le grand public. Donc je pense en effet que la Suisse joue là joue un rôle important. Mm. Et un rôle de phare, on pourrait dire, en tout cas sur ce sujet du revenu d'existence, du revenu inconditionnel, Mm. du revenu de base. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose l'un et l'autre avant qu'on aborde la question, le gros morceau de la journée, on va dire, la question du financement? Pas sur la question du financement forcément, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de manière générale? D'une manière générale, je pense que il y a un bon film sur le sujet que vous pouvez trouver sur YouTube ou enfin sur n'importe quelle plateforme internet. Le revenu de base d'une impulsion culturelle et je pense que tout est là, c'est-à-dire que le revenu de base c'est peut-être pas forcément la fin en soi. Il y a peut-être plein d'autres bonnes solutions aussi à mettre en place. C'est pas une panacée, mais dans cette idée, on a un concentré de plein de bonnes choses, basé sur l'humanisme, basé sur la solidarité. Et voilà, je pense que vraiment plus que jamais, c'est ce débat-là qu'il faut avoir, avec comme point d'ancrage donc le revenu de base, mais voilà, le revenu de base n'est jamais qu'une porte d'entrée à réfléchir sur la démocratie, à réfléchir sur le temps, sur comment dire, comment les citoyens peuvent se réapproprier le temps. Ça, c'est un truc que vraiment, je pense, c'est important. Ce que dit Guy Standing, un économiste mondialement connu, qui dit que le problème, c'est pour toute la nouvelle classe qu'il appelle le précariat. Le problème, c'est la perte de contrôle du temps, parce qu'on est sans cesse dans la course après l'emploi, dans la course pour gagner sa croûte et pour pouvoir acheter de quoi vivre. Et dans cette situation-là, on comprend qu'on est en train de dériver vers les extrêmes, parce que les gens n'ont plus le temps de penser, n'ont plus le temps de se poser, et n'ont plus le temps de réfléchir au fait que finalement, on n'a jamais été aussi riche, et toute cette pauvreté, toute l'austérité, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est totalement absurde. Et donc voilà, je pense que le revenu de base, c'est simplement déjà amorcer ce débat-là et amorcer un changement de direction. Après, il y a plein d'autres bonnes choses à faire aussi en dehors du revenu de base, et voilà. Et on en parlera de ces autres idées, mais aujourd'hui, on va rester sur le sujet du revenu de base, revenu universel, revenu inconditionnel. Je dis les différents mots pour que les auditeurs, parce que parfois quand on entend revenu de base, certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un revenu minimum. Voilà, et que quand on dit revenu de base, on parle d'un montant. Bon, donc c'est pas exactement ça. On va prendre le temps de bien l'expliquer après. Anne-Béatrice, pour conclure cette première partie au sujet de la Suisse, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je vais faire, je vais faire une conclusion qui sera pas spécialement pour la Suisse, mais Mhm. j'aurais envie de dire aux gens enfin j'aurais envie, enfin pour moi le revenu de base en fait c'est beaucoup de questions qu'on qu'on on invite les gens, enfin en parlant du revenu de base et en se questionnant sur le revenu de base, finalement c'est une occasion de se poser beaucoup de questions. Et comme par exemple, dans quel type de société j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui a de la valeur? Je pense que c'est toutes ces questions-là que ça pose. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie, c'est avec ça que j'ai envie de terminer parce que je pense que c'est vraiment important qu'on se les pose et pas de se laisser endoctriner comme c'est beaucoup le cas.
où on se dit qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça, que la société fonctionne comme elle fonctionne, et puis qu'il n'y a pas d'argent, donc le revenu de base, c'est pas possible parce que il y a de la dette, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est beaucoup de mythes rassemblés qui font que les choses bougent pas. Et si on les déconstruit un tout petit peu, on se rend compte qu'en fait, c'est complètement possible parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais simplement, il est un peu coincé à certains endroits, euh, dans le monde de la finance et des banques. Et donc voilà, c'est possible si on pense que c'est possible. Mm. Et cet endoctrinement pardon, dont vous parlez à l'instant, il est très fort avec l'argument célèbre qu'on entend apparemment dans tous les pays. Si on donne un revenu de base, personne ne va travailler. Ce qui sous-entend que l'on travaille uniquement pour survivre et que si Mhm. on n'a pas besoin de travailler pour survivre, eh bien on ne ferait rien, on serait tous des locs. Ouais. Ça en dit beaucoup quand même sur la façon dont on envisage sa propre existence, son propre travail, son propre impact sur la société. Mhm. C'est très révélateur finalement Mhm. les arguments qu'on sort contre le revenu de base Mhm. de cet endoctrinement justement. Mhm. Tout à fait. Alors que tous les économistes, maintenant, notamment une école d'économie qui s'appelle les behavioristes, c'est-à-dire les économistes qui étudient le comportement des gens, au lieu de travailler sur des modèles théoriques de l'homo economicus, c'est-à-dire Oui, l'homme coût-avantage, qui, ouais. qu'est-ce qu'on fait entre... L'homme qui calcule voilà, toujours le bon choix économique, ce qui est exactement. complètement faux dans la Et en réalité, fait, évidemment. tous les économistes qui étudient vraiment les comportements, donc c'est vraiment une école d'économie qui se situe aussi avec la sociologie, la psychologie, et eux, tous, à des niveaux bien différents, mais sur plein d'expérimentations différentes, ils montrent que que l'argent n'est qu'un critère parmi d'autres de décision. Et par exemple, il y a une étude encore récente qui a montré que la majorité des gens disent que s'ils gagnent le loto, ils continueront à travailler, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et c'est vraiment incroyable qu'on Et soit même à encore... jouer au loto. Ouais, Quand on gagne au loto, on continue à jouer au loto. Mm. ce qui est aussi absurde, Ouais. ouais. Mais, euh, mais enfin voilà, je pense que il y a tout plein de mythes qu'on a dans la tête et qui pourtant les économistes montrent aussi que c'est faux. Enfin voilà, il y a un gros travail de déconstruction mentale et de décolonisation un peu de notre logiciel à réfléchir. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en abordant cette deuxième partie sur le financement. Anne-Béatrice Duparc, merci beaucoup de votre venue. Merci beaucoup. Extrêmement intéressant ce point sur le revenu de base en Suisse. Et j'espère qu'on pourra comme ça mettre en place une sorte de fil rouge et puis que vous nous tiendrez au courant, même par téléphone ou par Skype, Avec des plaisir. avancées Mm. du sujet en Suisse. C'est vraiment passionnant ce qui se passe. Et voilà, on est vraiment dans le, comment dire, le progrès. Même si c'est un mot qui a été pas mal teinté, là je pense que vraiment on peut l'utiliser dans tout ce qu'il a de plus beau. Voilà, ça fait très plaisir à entendre en tout cas ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup à tous les deux, Stanislas Jourdan, Anne-Béatrice Duparc, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 et l'émission économique continue. On va parler à présent de la question centrale, fondamentale, qui est posée quasiment à chaque fois qu'on aborde ce sujet, celle du financement. Je vous l'avais promis, une longue émission au sujet du financement. Et bien c'est tout de suite après cette petite pause musicale.